Alors que les hôpitaux et les soignants sont souvent à bout de souffle, les innovations technologiques semblent résonner d'une façon consensuelle comme une promesse de progrès. L'intelligence artificielle pourrait apporter des réponses aux patients sans besoin de consultation, permettre aux médecins d'avoir davantage de temps pour se consacrer à des tâches spécifiques, améliorer les diagnostics, prédire les maladies. Mais les professionnels de santé ont-ils vraiment intérêt à se saisir de l'intelligence artificielle ou doit-on redouter le remplacement des médecins par ces technologies? Quelles questions éthiques soulèvent le déferlement de cette nouvelle vague? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Jean-Emmanuel Bibaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes oncologue, radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou et chercheur en intelligence artificielle à l'INSERM. Vous êtes par ailleurs membre du CCNE, le Comité consultatif national d'éthique. Face à vous, Alexei Greenbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien et philosophe, directeur de recherche et président du comité opérationnel pilote d'éthique du numérique au CEA Paris-Saclay, membre du comité consultatif national d'éthique du numérique. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. C'est pour ça qu'elle est extrêmement douée, par exemple, pour repérer une tumeur au milieu d'une radio, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on veut l'utiliser pour le diagnostic, parce que ça permettrait de repérer des choses beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus simple. Et nous, on s'en sert au quotidien, notamment pour préparer les traitements de radiothérapie. Ce qui nous prenait auparavant 2 à 3 heures, maintenant ça nous prend à peu près 2 à 3 minutes avec de l'IA. Très clairement, c'est un outil qui a un potentiel énorme pour pouvoir apparier ces différentes bases de données et vraiment utiliser l'IA pour pouvoir améliorer la santé de nos concitoyens de manière à faire de la médecine préventive, prédictive et évaluer la qualité des soins. Et la raison d'être de cette émission, si je l'ai souhaité aujourd'hui, c'est pour tenter justement d'interroger ce lien entre progrès et intelligence artificielle en santé. C'est aussi une question que pose notre partenaire l'hebdomadaire Le 1 qui pose en couverture la question suivante. L'IA peut-elle nous soigner? Je voudrais vous livrer un extrait de cet article écrit, rédigé par la journaliste Lou Elio. Les derniers bons technologiques, écrit-elle, en particulier l'avènement de l'intelligence artificielle, sont sur le point de nous propulsé à la vitesse de la lumière dans la médecine du futur, dans laquelle notre rapport au geste médical, à la santé et à notre propre corps promet d'être particulièrement bouleversé. Ce changement de paradigme est déjà en marche. Jean-Emmanuel Bibaud, dans votre quotidien de médecin, de thérapeute, à quel point ces progrès sont déjà en cours? Alors, pour cadrer un tout petit peu les choses avant de répondre à la question, en fait, on parle beaucoup de l'IA comme une sorte d'entité unique, mais en fait, il y a plein d'IA différentes. Et donc, oui, effectivement, il y a déjà des outils qui sont utilisés au quotidien dans les services, dans les hôpitaux. Pour ce qui est de l'oncologie et de la radiothérapie, on peut déjà dire qu'il y a de l'IA dans approximativement la moitié des centres qui font de la radiothérapie, dont l'hôpital Pompidou. C'est pas du tout le genre d'IA qu'on peut avoir quand on va sur ChatGPT ou Gemini, pour ne pas les citer. Ce sont des outils professionnels, médicaux, des dispositifs médicaux qui sont certifiés pour faire ce qu'ils font. Et pour vous donner un exemple très concret, pour la radiothérapie, on en entendait un extrait tout à l'heure, on a besoin de faire un scanner de chaque patient qui va avoir un traitement par rayon X. Et donc, on va ensuite contourer sur scanner son anatomie propre et l'endroit qu'on va chercher à traiter, donc le cancer. Donc ça pouvait prendre un médecin humain, c'est ce que j'expliquais, 2-3 heures, parfois une demi-journée. Et maintenant, les images sortent du scanner, vont sur un serveur qui est dans l'hôpital et nous reviennent 2 à 3 minutes après, entièrement contourés. Donc c'est d'abord pour vous un gain fondamental en matière de temps? Alors pour l'instant, c'est un gain énorme en matière de temps. Et il faut aussi avoir le deuxième message en tête, c'est que ces contourages, cette segmentation automatique, c'est-à-dire ce dessin automatique, cette anatomie automatique qui est faite par l'IA, elle est toujours systématiquement vérifiée par l'humain pour l'instant, parce que, et ça a été montré dans différentes études, elle reste à l'heure actuelle imparfaite. Elle n'est pas, comme on peut souvent l'entendre, mieux que ce que fait le médecin humain. Au contraire, bien souvent, les médecins humains, les experts, vont aller corriger
certaines petites imperfections qu'il peut y avoir. Mais ça fait quand même gagner beaucoup de temps. On a commencé à le dire, hein, Alexei Greenbaum, l'intelligence artificielle en santé, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça recouvre une quantité d'applications, de modes, même de manières d'appréhender l'intelligence artificielle. Si l'on s'intéresse d'abord aux médecins, on parlera dans un second temps des patients et de la recherche, mais pour les médecins concrètement, pour les professionnels de santé d'ailleurs, qu'est-ce que cela transforme au quotidien ? Alors, cela transforme, comme mon collègue a dit, les pratiques des médecins spécialistes. Alors, les radiologues travaillent différemment, les chirurgiens travaillent différemment. Et aussi, cela commence à transformer la médecine générale. Alors, les médecins généralistes qui reçoivent des patients avec toutes sortes de problèmes médicaux commencent à travailler différemment. De plus en plus aujourd'hui, on voit les médecins qui disent « Ah oui, mais ces gens, ils viennent, mais d'abord, ils ont parlé avec ChatGPT ou un autre modèle d'IA générative. Et qui leur a dit de faire ceci ou cela, mais c'est faux ou parfois c'est très juste. Et vous voyez, la grande question... Il faut le dire également, parfois c'est juste. Il faut dire que c'est en fait le plus souvent juste. Avec les modèles de 2025, avec les modèles d'IA qu'on appelle des modèles de raisonnement, le taux d'hallucination, le taux de la probabilité que le modèle vous dise n'importe quoi, enfin qu'il se trompe complètement, a été divisé par 100, voire plus. Et ça, c'est la nouveauté vraiment de 2025, c'est-à-dire les tests de 2022, 2023. C'est le Moyen-Âge de l'IA générative. Ça va très, très vite. 6 mois de l'IA aujourd'hui, c'est comme un siècle d'histoire humaine. Donc, pensez, les modèles qui datent d'il y a 12 mois, c'est comme à l'époque de Napoléon. Donc, vous voyez, ça change quand même très, très vite. Aujourd'hui, la médecine générale change fondamentalement parce que le patient commence non pas par aller chez le médecin, mais par parler avec un modèle d'IA. Alors, j'ai le problème, dis-moi, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, le modèle lui dit, non, il faut d'abord, je ne suis pas un médecin, je peux te donner quelques conseils, mais va voir un médecin quand même, il va te confirmer de manière professionnelle, en prenant sa responsabilité de médecin, qu'il faut faire X, Y, Z. Et c'est ça une des grandes questions, la question de la responsabilité. La machine n'a pas exactement le statut de médecin, ça n'est même pas une personne, c'est un instrument d'aide à la décision, mais ça va tout changer à terme. Je pense que le système de la santé, les médecins généralistes, à terme, vont travailler différemment. Posons tout de suite cette question, Jean-Emmanuel Bibaud, vous-même quand vous utilisez l'intelligence artificielle telle que vous nous l'avez décrit, est-ce qu'il arrive que ces dispositifs médicaux, comme vous l'avez dit, prennent pour vous-même une décision où, in fine, vous êtes toujours l'ultime décideur ? Alors, pour structurer un peu les choses, c'est exactement ce qu'a dit Alexei. En fait, il faut distinguer, je pense, 2 grands types d'outils. Il y a d'une part les outils, donc les dispositifs médicaux qui sont des assistants, qui en général sont utilisés en arrière-boutique, on va dire, et qui sont toujours vérifiés par un humain et donc corrigés. Et donc là, la problématique de la responsabilité, puisqu'on parle un petit peu de ça, elle reviendra toujours à l'humain, tant que l'humain fera cette validation-là. À l'inverse de ça, on a des outils qu'on appelle en anglais patient-facing, c'est-à-dire ceux qui sont en face des patients, où il n'y a plus le médecin comme intermédiaire, et qui sont un petit peu plus risqués. Lesquels concrètement? Donnez-nous un exemple. Alors, typiquement, là, on n'y est pas encore tout à fait, mais sur les grands modèles de langage comme ChatGPT, Gemini, comme je l'ai dit, il y en a de plus en plus qui sont des modèles généralistes, même pas des modèles médicaux, mais qui sont utilisés à visée médicale. Cette semaine encore, il y a eu le cas d'un patient américain qui avait des douleurs abdominales très très importantes, qui a consulté aux urgences, qui a été renvoyé chez lui, qui a continué à parler avec un modèle justement très grand public, qui a posé un diagnostic d'appendicite et qui a dit au patient, voici les mots-clés que vous devez dire aux urgences pour, si vous voulez vraiment être pris au sérieux. Il est retourné aux urgences, il a dit les mots-clés, il a été opéré, c'était une appendicite. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on va voir pour de vrai. On le voit déjà un petit peu. Pour l'instant, c'est de l'anecdote. C'est pas des publications très, très rigoureuses, très scientifiques, mais ça va se multiplier. Et donc, ce genre de modèle-là, où les patients s'en servent, on va dire, en direct, ça va être très puissant. On voit pour l'exemple de ce patient-là qui est mieux traité grâce à ça, mais ça a aussi des risques, parce que malheureusement, ces modèles-là, très généralistes pour l'instant, ils sont pas toujours faits pour faire de la médecine. Ils vous posent pas toujours les bonnes questions. Ils font pas un interrogatoire médical, j'ai dit militaire, mais médical. Et donc, ça peut poser des questions, ça pose des problèmes. Ils vont, on le remarque, si on se sert beaucoup de ChatGPT ou de Gemini, etc., ils sont toujours très flatteurs. Ils vont toujours dans votre sens. Et pour de la médecine,
c'est pas malheureusement la chose idéale. Il commence toujours d'ailleurs par nous dire qu'on a posé une excellente Voilà. question. Alexei Greenbaum, une réaction? Jean-Emmanuel a parlé du diagnostic. Il a aussi un autre grand volet. Ce sont les applications qu'on donne aux patients qui sortent des hôpitaux après une opération, après un traitement hospitalier. Alors, ils sont à la maison, ils ont besoin d'un suivi médical. Une application peut être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'ils ont un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours pour avoir leur médecin au bout du fil. Ils peuvent directement traiter avec une appli. Alors, l'appli leur dira eh ben non, peut-être, allez, c'est pas grave. Ou C'est les agents l'appli- conversationnels, ou les ce sont chats. des agents conversationnels qui utilisent des données multimodales. Pas seulement la conversation textuelle, mais aussi parfois vous y mettez des images, vous faites des petites vidéos, vous mettez des données qui proviennent des capteurs physiologiques. Et elle va devoir décider, ou en tout cas aider le patient à décider s'il faut revenir chez le médecin ou pas. Et une des grandes questions, justement, est la question des seuils, parce que la responsabilité derrière, encore une fois, n'est pas très bien établie. Mais à partir de quel seuil l'appli doit lancer l'alerte? L'appli doit dire non, 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 là, OK, il faut aller voir un médecin. Et comment ces seuils doivent être définis? Quelle est la responsabilité derrière aujourd'hui est une des grandes questions en fonction des secteurs. Et le premier, vous avez parlé des agents conversationnels, le premier qui utilise déjà pas mal ce genre d'application, c'est le secteur de la psychiatrie. Quand un malade psychiatrique sort d'un hôpital, il est suivi à travers une appli, mais comment cette appli décide-t-elle des seuils de lancement d'alerte est une grande question. Vous avez déjà posé les choses, si je puis dire, et j'ai plein de questions à vous poser. Jean-Emmanuel Bibaud, prenons le cas d'un patient qui se renseignerait grâce à une intelligence artificielle pour tenter de comprendre le mal qui le touche. Si cette application se trompe, qui est fondamentalement responsable dans ce cas-là? Alors, c'est une vaste question qui n'a pas été tranchée. Probablement à l'heure actuelle, c'est plutôt l'éditeur de la solution, on va dire. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a déjà pas mal notamment de parents d'adolescents qui se sont suicidés suite à des conversations longues qu'ils avaient eues avec ChatGPT. Donc, vous voyez le genre de choses qui se profilent justement sur cette thématique-là du risque de l'interaction entre un patient et un modèle. L'un des problèmes derrière tout ça, c'est qu'on a déjà un petit peu esquissé, c'est que il faut réaliser que ce sont des modèles statistiques purs. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'intelligence humaine, bien qu'on puisse, nous, avoir une impression d'intelligence. Et donc ça change tout en termes de responsabilité. Et donc finalement, vous avez beau avoir des CGU, donc les conditions générales d'utilisation que vous signez là, que vous faites défiler très vite et que vous signez quand vous vous servez de ce genre de modèle-là, eh bien ça ne vous dispense pas de faire des modèles qui font le bien. Mais ces statistiques menées à grande échelle avec un nombre incalculable de données ne sont-elles pas parfois, dans certains cas précis, plus précis justement que les soignants, les professionnels de santé, les médecins eux-mêmes, Alexei Greenbaum? Bien sûr que oui, bien sûr que si. C'est tout l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle qui peut instantanément, très vite en tout cas, mobiliser des données analysées à travers le calcul, certes, à travers quelque chose qui simule le raisonnement humain, d'accord, mais la vitesse à laquelle on peut accéder à des connaissances, à travers ces systèmes, avoir une réponse à sa question est absolument fascinante. Et ce que Jean-Emmanuel a dit, je me permets d'y revenir. La question ici est très difficile parce que l'ingénieur derrière, le fabricant d'une solution, il peut dire ah ben voilà, je vous ai donné l'alerte. J'ai dit c'est une machine, j'ai bien dit tout ce qu'elle raconte. C'est fabriqué à travers un calcul, tout cela c'est fictif, mais de toute manière l'être humain il va agir en fonction de ces quelques conseils ou de ces quelques indications. Et même si l'alerte a été donnée, même si on vous a prévenu qu'il s'agit d'une machine, quelque part, vous allez quand même projeter une agentivité. Vous allez dire, OK, bon, c'est un agent qui me dit qu'il est intelligent. Et la question de la responsabilité ne peut pas juste être évacuée en disant « je vous ai prévenu, je vous ai donné une information, et donc je ne suis plus responsable, cette décision vous appartient à vous complètement ». C'est de la responsabilité partagée entre l'utilisateur et le fabricant, celui qui a certifié aussi. Et c'est pour ça qu'en Europe… Et pas le médecin. Alors,
le médecin dans cette histoire Et est il se probablement dédouane dans votre histoire, le là. médecin dans cette histoire est probablement conseiller de l'ingénieur d'abord et ensuite celui qui va certifier et valider cette application. Jean-Emmanuel a parlé bien sûr de ces modèles validés pour les usages professionnels. Et donc on va depuis 6 mois, il existe une nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux et l'IA et normalement on va vers la certification obligatoire. Sauf que évidemment les modèles américains c'est difficile de les certifier en France. Jean-Emmanuel Bibaud, vous avez Oui. souhaité réagir. Trois petites choses. Premier message, on entend très souvent effectivement des gros titres sur le fait qu'une IA fait un meilleur diagnostic que des médecins. Donc ça, pour le coup, il y a eu pas mal d'études, et puis il y en a encore qui continuent à sortir, qui comparent typiquement sur du diagnostic pur, une IA seule versus un médecin seul versus une IA assistant un médecin. On pourrait penser que le médecin avec l'IA fait mieux que l'IA toute seule. En fait, il y a déjà au moins 2 études qui montrent, avec différents biais méthodologiques, mais qui montrent que l'IA seule ferait mieux que le médecin assisté d'une IA. Donc ça pose des questions avec toute la limite de la difficulté de mesurer ça précisément. Je vous coupe, pardonnez-moi, mais sur ce point précis, on imagine par ailleurs que ça dépend largement des spécialités, en dermatologie, en oncologie. Alors, on sait que l'intelligence artificielle est particulièrement performante. les benchmarks dont je parle, en fait, ils sont multi. Les benchmarks, c'est les comparaisons. Les comparaisons, on va dire, de performance sont faits sur des centaines de cas et multispécialités. C'est leur intérêt et je pense qu'on va en voir de plus en plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, et ça, c'est pas toujours très clair, les modèles type donc ChatGPT, Gemini, Grok, etc. ne sont pas des modèles marqués CE comme des dispositifs médicaux. Donc vous savez que quand on fait un dispositif médical en Europe, il y a des contraintes qui sont assez complexes et qui coûtent assez cher à obtenir en termes de marquage. Et donc ces modèles-là ne le sont pas. Et c'est pas pour autant qu'on va réussir à freiner leur usage, parce que je pense vraiment que leur usage va s'imposer par le patient lui-même et non pas par les certifications, malheureusement. Et la donc, réglementation est compliquée du point de vue de l'autorisation de la mise sur le marché. Ça a des conséquences économiques, notamment pour les innovations en France et en Europe. Troisième point. Et donc le troisième point, c'est aussi que on a parlé de ces outils de diagnostic, ces outils assistants pour les médecins, mais il y a aussi des outils dont on n'a pas encore trop parlé, qui sont encore plus vertigineux. On l'a évoqué au tout début, c'est les outils vraiment de prédiction, c'est-à-dire être capable de dire 5 ans à l'avance ou 10 ans à l'avance parfois si vous allez développer une maladie. Et donc ça invente quasiment aussi des concepts de pré-malade. Donc ça, c'est très compliqué sur le plan éthique. Et ça existe d'ores et déjà ? Ça existe déjà, ça n'est pour l'instant pas validé, on va dire, de façon prospective à 10 ans. Il y a déjà des algorithmes qui vont prédire votre risque de développer une insuffisance rénale aiguë à l'hôpital et qui sont relativement bien validés, notamment aux États-Unis. Mais pour, par exemple, des risques de développer des maladies comme un cancer du poumon, etc., c'est en train d'être validé. Il y a beaucoup d'études. Mais c'est très difficile à valider. Et là, on parlait de la responsabilité. Et là, la responsabilité, elle est encore plus difficile. Parce que si vous avez un algorithme qui fait quelque chose que, en fait, aucun humain ne sait faire, aucun humain ne va pouvoir le vérifier. Et donc, personne, finalement, peut vraiment endosser la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est très complexe. Vertigineux, vous l'avez dit. Alexei Greenbaum, vous souhaitiez réagir également. Alors, à propos de cette médecine prédictive, qui n'est pas nouvelle, mais qui a changé énormément depuis 3 ans, parce que la complexité des modèles d'intelligence artificielle actuels a atteint vraiment des niveaux qui permettent pratiquement de modéliser la complexité du corps humain, des tissus, des organes même. Et ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire, on n'y était absolument pas là il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la médecine prédictive était fondée sur des implications logiques, sur des modus ponens, modus potolens, tandis qu'aujourd'hui, on modélise à un niveau de complexité qui est celui du corps, vraiment. Et toute la difficulté de cette médecine prédictive, c'est que vous, en tant qu'individu, vous êtes un cas unique. Chacun de nous, chaque être humain est un cas unique. Alors là, la prédiction est statistique, mais elle va changer. C'est comme la prophétie des prophètes anciens. Elle change votre vie. Si vous entendez une prophétie, bien sûr, vous allez changer votre comportement. Sauf que vous ne pouvez pas savoir si finalement cette prophétie allait se réaliser telle qu'elle dans le monde, parce que vous avez changé de trajectoire. Vous avez changé déjà de comportement. Peut-être que vous avez commencé à prendre tel médicament ou à changer le régime alimentaire ou faire plus de sport ou je ne sais quoi. Mais vous voyez, cette prophétie, cette prédiction unique, en fait, bien sûr, a un impact sur nous. Elle change notre vie. Est-ce qu'on va derrière généraliser cela? Est-ce qu'on va créer dans le système national de la santé un outil qui va permettre aux gens, en quelque sorte, de connaître l'avenir, entre guillemets, et donc de changer leur vie en fonction de cette prophétie?
Là, philosophiquement, c'est très, très compliqué. Dernier mot sur les modèles, on en parlera. Je pense qu'il faut en parler. Il y a bien sûr aujourd'hui tous ces modèles américains ou chinois qui procurent des conseils en santé, qui marchent plutôt pas mal. Mais je pense que nous devons dès maintenant commencer à créer à l'échelle nationale un système souverain. Il y a des modèles d'IA souverains qui ne sont pas spécialisés en médecine au jour où nous sommes. Mais nous devrions le commencer dès aujourd'hui parce que je pense réellement que dans peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, le système de la santé commencera par dire « Ah, bah, vous avez un problème, vous avez un souci. D'abord, vous posez la question à notre modèle certifié et ensuite, il va vous dire ce qu'il faut faire. » On va en venir au modèle capitalistique. Bien sûr, c'est fondamental, vous avez raison. Je voudrais d'abord qu'on tire le fil des capacités médicales de l'intelligence artificielle. Fin juin 2025, donc il y a quelques mois, Demis Hassabis, le directeur général de Google DeepMind, l'entreprise d'intelligence artificielle de Google, a déclaré que d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, nous aurions d'abord résolu le problème du cancer et d'une manière plus générale, nous aurions résolu le problème des maladies. Je précise que cet homme-là n'est pas un clown, il a reçu le prix Nobel de chimie en 2024. Jean-Emmanuel Bibaud, vous êtes d'accord avec ce type de prédiction ? Alors, ce genre de prédictions, elles sont malheureusement faites depuis les années 50. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu des programmes très ambitieux et très financés pour mettre fin au cancer. Donc moi, j'espère qu'on va effectivement finalement y arriver, mais je suis dubitatif. Et en même temps, effectivement, exactement comme vous l'avez dit, c'est pas un clown, Demis Hassabis. Il a gagné le prix Nobel. Pourquoi il a gagné le prix Nobel? Notamment parce qu'il a participé à l'élaboration, c'était multidisciplinaire, il n'est pas tout seul, mais d'un algorithme capable notamment de prédire les conformations de protéines. Et on peut imaginer qu'il est au courant de certains autres projets qui auraient des applications directes médicales. Et on peut imaginer, si on pousse encore plus loin, puisque à la base de beaucoup de maladies, il y a des anomalies de protéines ou d'expression du génome, qu'il ait pensé à des méthodes pour les contrer. Mais très honnêtement, à l'heure actuelle, je me méfie toujours de ces grandes annonces-là, même lorsqu'elles sont faites par des grands experts comme lui. Alexei Greenbaum. Vous savez, derrière, il y a un problème technique et éthique aussi très intéressant. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, la complexité des réseaux de neurones artificiels, de ces modèles d'IA génératifs aujourd'hui, elle atteint des seuils qui sont comparables à la complexité du corps humain. Donc, il y a le nombre de petites calculatrices et comparable, par exemple, au nombre de neurones biologiques dans nos têtes. Mais est-ce que cela veut dire que, finalement, cette chose simule bien l'être humain? Eh bien, pas vraiment, parce que le calcul qui se passe dedans, le calcul il est très différent de ce que font, par exemple, les neurones dans nos têtes ou d'autres types de cellules dans nos corps. Avec le repliement des protéines, donc prix Nobel d'Hassabis, la difficulté a été non pas de produire tout un tas de résultats possibles sur le repliement des protéines, mais d'identifier parmi tous ces résultats ceux qui étaient réalistes, qui étaient proches du monde humain, de ce qui se passe dans la biologie sur Terre. Et donc, je pense qu'un des grands problèmes, à la fois techniques et éthiques, ce ne sera pas de laisser ces machines halluciner et inventer des solutions. Ce sera de voir parmi toutes ces solutions lesquelles correspondent à la réalité du monde biologique humain, de la vie sur Terre. Et pour cela, on a très souvent besoin du discernement des chercheurs, des médecins humains. Donc, vous voyez, les machines ont atteint cette capacité à générer énormément de solutions. Mais la question, c'est lesquelles sont proches finalement de notre vie et lesquelles sont complètement étranges à l'homme. Je reviens à des questions un peu plus terre à terre. En vous écoutant un peu plus tôt, Alexei Greenbaum évoquait ces agents conversationnels qui permettent à des patients de poser des questions médicales en santé, d'obtenir rapidement des réponses souvent très très justes. Est-ce que cela signifie que aujourd'hui, demain, dans quelques années, les médecins tels qu'on les connaît aujourd'hui sont voués à disparaître, Jean-Emmanuel Bibaud? Alors, si on doit dire tels qu'on les connaît aujourd'hui, je répondrais oui. Je pense que le métier, le travail de médecin va fondamentalement évoluer. Je pense dans le sens qui a été évoqué il y a quelques instants, typiquement sur des tâches de triage. Vous savez, le triage, c'est quand on cherche à voir si un patient a une maladie grave qui doit être traitée tout de suite maintenant, ou alors si c'est de la bobologie que ça peut attendre. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aux urgences. Il y a très souvent des polémiques d'ailleurs sur le temps d'attente aux urgences. Donc on pourrait complètement imaginer des systèmes automatisés de triage.
Ceci dit, je ne suis pas encore totalement convaincu. Je pense que techniquement, il n'y a pas d'obstacle majeur. Je pense que l'obstacle est plus sur l'acceptabilité. Et l'acceptabilité des patients, elle est très certainement assez forte au niveau des populations jeunes qui sont effectivement habituées et qui ont une appétence pour la rapidité. Ce que vous nous dites, c'est que les plus jeunes n'ont pas de problème à interagir directement avec une intelligence C'est ce que artificielle, en tout cas beaucoup moins que leurs aînés. Exactement, c'est ce que je pense. Et je pense que les patients plus âgés ont plus d'appétence pour la deuxième partie de la médecine, qui n'est pas une partie, on va dire, technique, qui est une partie qui est, à mon sens, aussi importante, mais qui est une partie plus humaine, impalpable, plus difficile à automatiser, et qui va être très importante pour les patients plus âgés et sans doute moins importante pour les patients plus jeunes. Alexei Greenbaum, sur ce point, Oui, peut-être plus pas. d'oncologues, moins d'oncologues, du moins dans 20 ans, 30 ans? Non, je pense que déjà, la première profession qui change déjà et qui va encore changer sont les médecins généralistes. Les médecins généralistes qui, dans la plupart des cas, quand même, il faut le dire, il y a beaucoup de cas, ils lui donnent juste du paracétamol et puis le patient rentre chez lui. Pourtant, vous nous disiez au départ ça- que c'était les moins acculturés alors qu'il est à l'intelligence artificielle, ceux qui l'utilisaient le moins en tout cas, Non, en parce que- comparaison des Mais spécialistes. justement, je pense que pour créer ce système de la santé du XXIe siècle, n'oublions pas, l'actuel système de la santé, il nous vient du XXe, avec les technologies du XXe. Dans le nouvelle génération, d'abord vont consulter un modèle d'IA. Si le modèle leur dit, écoutez, vous avez besoin d'un examen physique, allez voir un médecin. Alors là, la personne va voir un médecin. Si le modèle dit, ah bah ça peut être grave, allez voir un médecin, la personne va voir un médecin. Mais si le modèle dit, allez prenez de paracétamol et c'est tout, et la personne souhaite encore aller voir un médecin, la visite ne sera pas remboursée. Vous voyez, là, il y a aussi la composante du système financier capitaliste, comme vous dites, du monde de la santé. Donc tout cela nous amène à la question de ce que vous avez cité au début, de cette vitesse de la lumière, soi-disant, à laquelle ça change. Ce qui change très très vite, c'est la technique. Mais bien sûr, la vie de nos concitoyens ne change pas aussi vite. C'est une question, je dirais, de deux générations. Cette transition, elle prendra du temps, mais il faut la commencer aujourd'hui. Il faut commencer à construire ce nouveau système de la santé aujourd'hui, sachant que ceux qui ont aujourd'hui 18 ans, au moment où ils en auront 60, tout sera différent dans le système de la santé. Jean-Emmanuel Bibaud, en quelques mots. Ouais, pour nuancer simplement sur les médecins généralistes, bien heureusement, leur travail ne se résume pas à prescrire du paracétamol. Ils font un travail qui est très transversal, pluridisciplinaire Et humain. et humain, et je pense que c'est leur vraie plus-value. Et donc c'est pour ça que je fais très souvent l'argument que l'IA doit être aussi réfléchie pour, entre guillemets, réhumaniser, détechniciser la médecine. Et c'est là où, à mon avis, les médecins ont une vraie plus-value que l'IA aura peut-être plus de mal à apporter plus tard. Alexei Je Greenbaum, suis vous n'êtes pas d'accord? complètement d'accord. C'est-à-dire, Allez-y. d'un côté, oui, le contact humain et cette approche humaine et humaniste des médecins généralistes est très importante, mais les modèles d'aujourd'hui, très souvent, sont adorables, voire adorés par les patients qui disent « Ah oui, tellement gentil, il m'explique tout, je ne comprends pas, il m'expliquera encore. » C'est vrai qu'ils Vous sont pas voyez. désagréables. Ouais, il y a des gens qui préfèrent, c'est un problème, les modèles d'IA génératifs parce qu'ils sont toujours là et toujours gentils, toujours au service du patient. Je voudrais vous faire entendre la voix du PDG d'OpenAI, Sam Altman. Il évoque le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans la guérison des maladies graves. Ces personnes peuvent peut-être nous en dire plus sur le travail qu'elles font là-bas. Je pense qu'elles seront ensemble parmi les leaders du progrès. Je pense qu'à mesure que cette technologie progresse, nous verrons des maladies être guéries à un rythme sans précédent. Nous serons étonnés de la rapidité avec laquelle nous guérirons ce cancer, celui-là et les maladies cardiaques, et ce que cela va apporter à la capacité de fournir des soins de santé de très haute qualité, les coûts, mais vraiment guérir les maladies à un rythme rapide, je pense que ce sera l'une des choses les plus importantes que cette technologie fera. Ce qui m'intéresse ici, c'est moins ce qui est dit, car on vient d'en parler, que qui le dit, Sam Altman en l'occurrence, c'est-à-dire le patron d'une très très grande entreprise, valorisée d'une manière extraordinaire sur les marchés internationaux. Jean-Emmanuel Bibaud, lorsque vous utilisez encore une fois au quotidien dans un hôpital public des dispositifs médicaux, des applications d'intelligence artificielle, quelle est l'architecture capitalistique qui se trouve derrière ? Alors, les outils qui sont disponibles dans les hôpitaux sont très souvent des outils qui viennent majoritairement de start-up.
et d'ailleurs très souvent de startups françaises et européennes, notamment en radiologie. Il y a beaucoup de startups françaises qui sont prédominantes, y compris à l'international. Donc c'est pour redire un petit peu ce que je disais au début, on ne se sert pas de ChatGPT à l'hôpital pour faire de la médecine, en tout cas pas encore. Et pour revenir sur l'importance, ceci dit, de ce que dit Sam Altman et de ChatGPT, on peut, enfin ils sont particulièrement conscients de l'importance de ce marché pour eux, puisque c'est entre 20 et 30% du nombre de requêtes totales de ChatGPT à la santé. Donc c'est énorme pour OpenAI en réalité. Et donc ça, on le dit pas souvent, alors qu'ils le savent très très bien, puisqu'eux, ils monitorent tout ça en temps réel. Et donc forcément, ils en tiennent compte dans le développement de leurs outils. Alexei Greenbaum. Oui, en effet, dans les hôpitaux, les médecins professionnels n'utilisent pas ChatGPT, ils utilisent les outils On a bien compris des validés. dispositifs médicaux. Mais ceux qui utilisent très souvent ChatGPT, Gemini ou ces modèles grand public qui ne sont même pas spécialement des modèles médicaux, ce sont simplement les patients. Les patients, ces modèles sont disponibles gratuits sur Internet. Bah, évidemment, il va d'abord parler avec ChatGPT. Et justement, l'évolution de ce système de la santé, à mon avis, ne peut absolument pas déléguer au modèle américain ou chinois ou autre ce monde des patients qui commencent par parler avec l'IA. Et donc, nous devons, Pour quelle à l'échelle de Pour l'Europe, des histoires de vie privée, pour la protection de la vie privée, pour la bien protection sûr, des parce données que- personnelles. mais des deux côtés. D'un côté, les données personnelles sensibles, évidemment, qui sont protégées par le RGPD. Donc, grande question, est-ce qu'on peut les mettre dans un modèle Le RGPD, c'est la réglementation européenne de protection des données. Exactement, sur la protection des données personnelles qui sont sensibles, là. Alors, de l'autre côté, parce que ces modèles aussi utilisent les données pour améliorer la qualité des modèles. Et donc là, on est dans un cycle, vous voyez, de captage de ces données et puis d'amélioration des modèles par les grands fabricants. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle est absolument obligatoire pour la France, mais aussi l'Europe, peut-être à l'échelle européenne, justement, de commencer à construire une solution européenne, voire française, qui sera disponible pour tous les patients, comme aujourd'hui les ChatGPT, mais probablement spécialisés quand même dans le domaine médical. Parce que là, on parle du système de la santé. Parce que ChatGPT, vous savez, il peut tout faire, y compris la santé. Et dans le même temps, vous écoutant, on se dit, ces données, si l'on veut que l'intelligence artificielle soit un progrès, notamment dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine de la recherche liée au médicalement, on en a fondamentalement besoin pour Absolument. construire des modèles, pour Absolument. penser justement l'avenir d'une manière efficace du point de vue de la santé. Absolument. Donc, c'est Alors pour comment on cela- fait? Comment c'est on pour résout cela cette que- tension? que construire un monde de la santé où ces données vont tout de suite vers la Californie ou vers la Chine, ça n'a pas de sens. Donc, il faut proposer des solutions qui permettent aussi aux patients, aux utilisateurs, de manière altruiste, si vous voulez, d'acquiescer à ce que leurs données soient utilisées pour développer des modèles français ou des modèles européens. Je comprends pas. Altruiste, c'est-à-dire que Alors là, il y a un terme, moi sur l'altruisme des une données, application, qui je est vais à la donner mode mes depuis données de quelques santé. années. C'est-à-dire que vous n'allez pas vendre vos données de patients, vous donnez votre consentement pour que les fabricants, ces petites startups, par exemple françaises, utilisent vos données pour améliorer les systèmes français ou les systèmes européens. Et ce consentement libre, vous voyez, est un geste que je peux appeler altruiste, je ne suis pas le seul, parce que vous faites un choix conscient. Ça ne va pas en Californie, ça reste en France ou en Europe. Donc c'est avant c'était le don du sang, maintenant c'est le don de données, Jean-Emmanuel Bigot. Alors, peut-être qu'il y aura un petit peu de ça. D'ailleurs, j'ai souvent des patients qui me demandent s'ils peuvent me donner leurs vos données. données parce qu'ils savent que je fais de la recherche dans le domaine. Je leur explique que malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça actuellement. Juste pour revenir sur l'importance, effectivement, de développer un acteur français-européen. Et là, je suis à 100% d'accord. C'est absolument majeur. L'Europe et la France a un petit peu loupé, on va dire, le virage du digital, notamment avec le cloud, avec l'hébergement de données. On le sait, il y a eu pas mal de polémiques sur cette thématique-là. La santé en France, c'est 10% du PIB. Aux États-Unis, c'est 20% du PIB. Donc, c'est une captation potentielle économique absolument énorme. Donc, si c'est encore une fois des acteurs américains, j'ai rien contre les Américains, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai rien contre eux, mais il faut au moins être conscient que si on laisse une partie de cette valeur partir justement sur ces entreprises-là qui, comme vous l'avez dit, ont déjà des capitalisations très importantes, eh bien, on manque encore un virage de plus. Donc là, il y a un vrai sursaut à avoir sur cette thématique-là. Et je sais que c'est pas bien de parler d'argent quand on parle de santé, mais là, c'est des milliards d'euros.
Quel impact, je me permets de vous couper, Alexei Greenbaum, pardon, quel impact de l'intelligence artificielle sur les inégalités de santé? On peut se dire, après tout, la plus-value de l'intelligence artificielle, c'est qu'une fois qu'elle est accessible, elle est la même pour tout le monde. On a le même diagnostic posé pour chacun, quelle que soit la pathologie, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque l'on va à la rencontre d'un professionnel de santé, qu'il est difficile d'obtenir un rendez-vous, qu'il est difficile même de se rendre physiquement dans un cabinet médical, Alexei Greenbaum. Oui, je pense que justement, même si on parle toujours de la fracture numérique, de personnes qui n'ont pas de téléphone portable ou qui n'ont pas d'accès au monde numérique, il est très important de penser à ces personnes-là. Mais je pense que justement, il y a beaucoup plus de gens qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous, qui n'ont pas d'accès au médecin parce qu'il n'y en a pas assez, les déserts médicaux, vous connaissez tous là, bien sûr, le problème. Et avec les modèles d'intelligence artificielle, on propose une solution. Peut-être pas la solution qui va effacer les déserts médicaux complètement, mais en tout cas une solution possible. Et pour moi, l'impact de l'IA et de ces différents types d'IA, il n'y a pas une seule IA comme Jean-Manuel l'a dit, sur l'accès aux soins est globalement positif, et même très très positif. Je vous pose la question inverse, par conséquent, Jean-Emmanuel Bibaud, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas accroître les inégalités de santé, tout simplement parce que face à la technologie, on n'est jamais égaux? Alors, je suis assez d'accord avec Alexei, complètement d'accord même. Et ceci dit, il y a un petit risque qui est un petit peu caché dans les détails techniques. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les IA, en fait, elles sont évidemment entraînées à partir de données préexistantes. On a pas mal parlé des données. Et donc, si vous avez des IA qui sont majoritairement entraînées à partir de données, par exemple, américaines ou chinoises ou autres, il n'est pas absolument évident qu'elles fonctionnent bien pour une population européenne ou française. Et si ces outils-là ne répondent pas à des mécanismes ou des méthodologies de certification, d'évaluation comme les IA européennes, on ne va même pas se rendre compte qu'elles ne marchent pas bien pour nous. Et donc, au-delà de la captation économique, au-delà des problèmes de souveraineté, il va y avoir aussi un problème potentiel de santé publique, si on pousse un petit peu le raisonnement. Et donc, deuxième raison, je pense, pour vraiment développer les outils en France avec des données françaises ou européennes majeures. En quelques mots, comment analysez-vous chacun la façon dont le grand public s'empare de ces questions? Est-ce qu'il y a parfois, selon vous, un excès de confiance dans l'intelligence artificielle qui pourrait tout résoudre, et nos problèmes de santé, et la lutte contre les inégalités de santé, et l'accès aux soins, etc., etc. Oui, vous savez, l'excès de confiance est un des grands problèmes éthiques, justement, et pour les professionnels et pour les patients, pour tous les utilisateurs d'IA. Et au début, on pensait que les modèles d'IA allaient être rejetés parce que parfois, ça dit n'importe quoi, parfois, ça hallucine. C'est les résultats, on voit que ce n'est pas juste. Et puis, je me suis rendu compte depuis quelques années, en regardant les usages de l'IA, que les gens s'habituent. Ils ont compris que oui, alors il faut parfois vérifier, il ne faut pas tout de suite aveuglement faire confiance. Il faut poser peut-être la même question à deux modèles différents ou de différentes façons, aux mêmes manières. On se forme par nous-mêmes. Les gens, voilà, et les usages sont déjà absolument partout. On a parlé de jeunes, mais bien sûr, aujourd'hui, tous les jeunes, j'ai fait encore un cours sur l'IA en santé il y a quelques jours dans une école d'ingénieurs. J'ai demandé, mais qui, quand il se sent un peu mal, commence par en parler avec un modèle? Tout le monde. Bien sûr. Et dans quelques années, peut-être quelques décennies, il y aura une majorité absolue des gens qui passeront d'abord par l'IA. Jean-Emmanuel Bibaud. En 30 secondes, deux choses. Première chose, on est dans une situation un peu paradoxale où à la fois on fait des extraordinaires promesses sur l'IA, on vient d'en parler avec Demis Hassabis par exemple, et puis à la fois une grande méfiance. Je pense que le juste milieu, comme d'habitude, prévaut, c'est-à-dire que moi je suis ni naïf, ni complètement négatif sur l'IA, et je pense vraiment qu'il ne faut pas l'être. Et deuxième chose, en 10 secondes, on n'a pas trop parlé, mais il y a un enjeu majeur de la formation des patients, mais aussi de la formation des médecins eux-mêmes. Dans la formation dans les études médicales, c'est relativement peu pris en compte pour l'instant, et ça fait partie des grands défis de la réforme, des réformes de l'enseignement de la médecine, je pense. Médecins et professionnels de santé, Absolument. J'insiste. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Jean-Emmanuel Bibaud, oncologue, radiothérapeute, Alexei Greenbaum, physicien et philosophe, merci d'être venu dans Questions du soir. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Juliette Mouelik, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Mathias Meji. À suivre après le journal, Donald Trump pourrait-il attaquer un jour le Venezuela?